Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis et analyse, on va mixer un petit peu les deux, on va commencer par l'analyse, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on commence directement avec l'analyse, tout simplement. Comme vous le savez, on va faire FAQ et analyse, donc on va essayer de faire ça rapidement, pas faire trop durer. Non plus, le but n'est pas de faire une vidéo de 2h30. Donc là, ce qu'on voit directement, ça va être, ce qu'on va voir en tout cas, c'est la structure. Cette structure qui change cette animation, tout simplement. On passe d'un 4, 2, 4 on va dire, parce que concrètement on a plus ou moins, c'est plus ou moins ce qu'on a. Vous voyez Baldé et Koundé quand même assez bas, un Baldé assez bas quand on sort le ballon. Là on est quand même au niveau de notre propre surface, donc on a les deux centraux, le double pivot pour sortir les ballons, Koundé et Baldé. On a Rafinha qui n'est pas forcément placé en 10 mais qui est placé comme milieu intérieur droit. On va voir après pour Ansu Fati. Ansu Fati qui est collé à la ligne devant, Lewandowski donc en 9 en pointe et Lamine Yamal donc dans le couloir droit. Donc on n'a pas forcément un 4-2-4 non plus parce que Rafinha peut être considéré là comme un milieu de terrain, mais on va voir que ça bouge évidemment à partir du moment où on va monter un petit peu plus haut sur le terrain. Et c'est ce qu'on va voir ici. On a avancé un petit peu, là on a Inigo qui a le ballon, qui va avancer, et à partir du moment où il se met un peu face au jeu, qu'il avance et que Baldé du coup monte aussi en même temps, on a Ansu Fati qui va se placer ici dans le demi-espace gauche, à l'image de Rafinha qui est dans le demi-espace droit. Donc une sorte de milieu à 4 on va dire, enfin en tout cas plus ou moins ce qu'on avait avant, mais en vrai pas exactement, parce qu'on va voir que Koundé n'est pas forcément placé comme un troisième central, un troisième défenseur, même si par moment il l'a fait hier et on va le voir juste dans la séquence d'après. Ce qu'on voit aussi c'est que Séville essaye de nous bloquer, alors là c'est pas hyper clair comme système, mais on voit que clairement on avait quand même les deux attaquants qui pressaient Inigo Martinez et Koubarsi, mais qui les pressaient sans trop les presser vraiment. Ce qu'ils faisaient c'est qu'ils essayaient de bloquer cette transition entre les centraux et le double pivot Casado et Pedri. Et juste derrière Casado et Pedri, on avait encore deux gars qui pouvaient empêcher la transition, ou qui pouvaient à ce moment-là, si on pouvait toucher Pedri ou Casado, qui allait presser directement, agresser le porteur de balle. L'ailier droit, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'on avait l'impression qu'il essayait d'empêcher un petit peu cette transition axiale. Il y avait cette volonté de laisser un peu les latéraux libres et de sortir sur eux vraiment quand ils avaient le ballon, mais pas vraiment de les marquer pour essayer d'être un maximum compact dans l'axe, tout simplement. Donc vu qu'on avait un peu de mal avec les deux qui nous bloquaient les transmissions entre les deux défenseurs et nos deux milieux, bien là par exemple on avait Pedri, bon par moment c'était Casado, par moment c'était Dodga, rien n'était spécialement figé, mais là en l'occurrence Pedri, on joue la première minute du match et Pedri il redescend un petit peu pour se libérer un peu du marquage justement et aider pour sortir le ballon, puis voilà, il est placé comme troisième central, quoi. Autre séquence, quelques minutes plus tard, on joue la 7ème minute et là on va encore voir la structure qui va changer. C'est juste pour montrer un petit peu la mobilité un petit peu de cette équipe aussi. Tout à l'heure on avait une sorte de défense à 4, on va dire quand on sort le ballon, vraiment quand on est bas. Là en l'occurrence on est dans la moitié de terrain adverse, donc ça se passe un petit peu différemment. On sait que devant il nous presse à 2 aussi, donc de rester à 2 centraux contre 2 attaquants, c'est un peu plus compliqué pour trouver des solutions. Donc là ce qu'on a, sur cette phase là en tout cas, on a Koundé qui vient se placer comme troisième central. Et on a toujours un petit peu ce double pivot là qui se rend disponible, Pedri, Casado, avec un Pedri par moment qui, quand on a le ballon, quand on attaque, quand on passe vraiment dans les 30 derniers mètres peut-être, est plus haut que Casado. Casado est vraiment un peu du coup il reste en pivot seul pour gratter les ballons et faire le contre-pressing. Mais là vraiment quand on essaie de construire, Pedri quand même est assez bas et justement ce rôle là lui va à merveille, j'ai envie de dire. Et là donc on voit qu'on a clairement une défense à 3, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le petit Rafinha qui va se ruer vers cette zone là, cavaler, pour apporter cette solution et élargir au maximum le bloc. On voit quand même que le bloc de Séville est très compact. Lamine Yamal qui est un petit peu dans le couloir, qui va rentrer dans l'axe, et Rafinha qui va aller prendre cette largeur là pour étirer justement le bloc adverse. Et à ce moment là Casado vient se placer vraiment dans cette zone. D'ailleurs donc on a 3 défenseurs, le double pivot, Baldé qui étire le bloc côté gauche, Rafinha qui étire côté droit, un Lamine Yamal du coup qui prend le demi-espace, avec un Ansu Fati de l'autre côté aussi qui est dans le demi-espace gauche, et un Lewandowski toujours dans l'axe. Vous voyez, il y a cette structure là, on peut dire on joue en 4-3-3, en 4-2-3-1, en tout ce qu'on veut, mais au final cette structure elle bouge énormément en fonction des phases dans le match.
Par exemple, quand on est en phase vraiment de construction devant notre surface, eh bien on va jouer à 4 derrière, peut-être avec un double pivot, quelque chose comme ça. Dès qu'on va passer un petit peu plus haut, l'ailier gauche il va rentrer dans l'axe, il va se mettre dans le demi-espace, Baldé va prendre le couloir. On va jouer potentiellement, on peut jouer à 2 derrière, c'est ce qu'on a déjà fait aussi quand Koubarsi et Inigo Martinez restent vraiment 2 derrière. Koundé prend le couloir, comme on l'a vu dans le match d'hier contre Séville. Hein. Par moment, Koundé était vraiment dans le couloir, beaucoup de fois même, et les 2 derrière restaient vraiment tous les 2 quoi, avec peut-être un Casado juste devant la défense, histoire de au cas où pour les contre-attaques. Mais là, concrètement, sur cette phase-là, par exemple, on a une défense à 3. Donc on a vraiment ce changement-là, cette mobilité des joueurs, cette manière aussi de s'adapter à l'adversaire. On a vu qu'on avait du mal parce qu'il pressait à 2 devant 2 attaquants sans trop sortir sur les centraux mais en bloquant juste les passes, les transmissions avec le double pivot. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un 3e homme histoire de faire sortir un petit peu plus les 2 attaquants, ou en tout cas d'avoir cette solution Koundé ou Inigo Martinez là dans les, on va appeler ça des demi-espaces, mais oui dans le demi-espace même si c'est plus bas, pour trouver peut-être ces transmissions là directement avec les joueurs de demi-espace. Par exemple Inigo Martinez, s'il a le ballon, il va pouvoir aller toucher Ansu Fati par exemple plus facilement que s'il était vraiment axial quoi. Autre séquence, là on va voir toute l'importance de Casado si c'était pas encore très clair non plus. Là ce qu'on a encore une fois c'est un Koundé, regardez ça a encore changé et c'est assez intéressant de voir ça. En plus de ça, là déjà on a Ansu Fati ici, on pourrait presque le dire au poste de 6, mais bon là il y a du mouvement, il y a des joueurs qui viennent chercher un petit peu le ballon pour essayer de le toucher, donc voilà, on va pas dire que Ansu Fati était numéro 6 hier, mais vous m'avez compris, il a tellement bougé qu'il est à ce poste là. Pedri qui est normalement à gauche est à droite, Rafinha qui est normalement dans le demi-espace droit et dans le demi-espace gauche à la place d'Ansu Fati. Koundé est dans le couloir, donc Lamine Yamal doit vraiment coller la ligne je pense, sinon pour le reste c'est du classique. Donc on a Casado en 3e central, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand c'est pas Koundé c'est un autre qui vient se placer. En début de match c'est Pedri qui est descendu entre les 2 centraux pour aider à ressortir un peu plus le ballon, apporter un petit coup de main. Là cette fois-ci c'est Casado, donc on va trouver Rafinha dans le demi-espace et on a Baldé qui fait un bel appel là dans le dos du défenseur. Il à chaque fois j'aime bien il met son bras comme ça, il court. Donc bref, Baldé qui fait l'appel dans le dos, Rafinha qui va essayer d'aller le chercher, ça c'est quelque chose de positif hein. Des fois on le dit, Baldé ne fait pas assez d'appels dans la profondeur, ou alors quand il fait les appels il n'est pas servi. Là il a fait un appel et il a été servi, donc c'est magnifique. Enfin il a essayé de lui donner parce que le joueur de Séville va intercepter le ballon. Malheureusement c'était un petit peu trop visible, enfin il a lu assez facilement le défenseur, c'était assez simple pour lui de récupérer le ballon. Donc Séville qui récupère, qui va essayer de partir en contre-attaque. Évidemment on a encore une fois Rafinha là qui va être un peu le bulldog qui à la perte de balle va directement être agressif. On a Pedri ici dans le coin et surtout on a Casado qui est là. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Casado démarrer un petit peu sa course. C'est ce que j'avais dit déjà quand j'avais analysé Casado. Vous savez, j'avais fait une petite analyse sur Casado en début de saison pour dire qu'est-ce qu'il pouvait apporter, tout ça, à cette équipe. Il y en a, certes, qui disent que Casado peut pas jouer 6 parce qu'il est trop petit, tout ça. C'est pas totalement faux. Oui, Casado est petit, donc dans les duels aériens, c'est vraiment son gros point faible. Il va pas toucher beaucoup de ballons au milieu de terrain, surtout quand t'as des mecs en face qui sont très grands ou très costauds. Casado, les duels aériens, c'est vraiment son point faible. Mais ça, c'est évident, c'est la nature qui a fait ça, il est petit, c'est comme ça. Mais ce qu'il a aussi, Casado, ce que n'ont peut-être pas des grands costauds, c'est la réactivité et la vitesse à laquelle il peut intervenir. Ça c'est l'avantage d'avoir une taille comme il a et son gabarit quoi. Donc là direct on voit le joueur de Séville qui va pour pousser sa balle et on voit déjà Casado qui est prêt à bondir et on va voir que le joueur de Séville il pousse un petit peu trop loin sa balle et Casado du coup il va intervenir très rapidement et direct pouvoir gratter un ballon, tu vois. Et ça c'est toute l'importance de Casado aussi à la récupération, au contre-pressing. Hop. Voilà, il a la lecture du jeu, il a cette concentration totale, on va dire, pendant le match où il va toujours être connecté vraiment au match. Tu vois. Il va pas y avoir de perte d'attention, il va pas être dans la lune ou quoi. C'est vraiment un joueur qui est très réactif, qui est très attentif au jeu, qui lit bien le jeu aussi pour intervenir comme ça assez proprement et venir gratter un ballon. Voilà, comme si de rien n'était, le gars il est là, il est perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, bah, t'as perdu le ballon, frérot. Casado est passé par là. Donc c'est vraiment un bon gratteur de ballon comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est important dans ce Barça et dans le Barça de Flick, c'est que il n'y a pas grand monde qui est aussi propre, qui va nettoyer un petit peu ce milieu de terrain là et gratter tous ces ballons. Très important au contre-pressing, très important dans le pressing tout court. Intelligence de jeu, lecture de jeu, tout ça, vraiment c'est le top du top. Maintenant on verra si Casado perdra sa place, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il pourrait perdre sa place. C'est une possibilité, oui. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête du coach, quels sont ses plans exactement avec tout le retour des joueurs. Mais je pense que Casado quand même a sa petite carte à jouer, parce que ce genre de profil là, on en a besoin, je pense.
pense. Action du penalty, donc là on a un Koundé assez bas, on a toujours le double pivot, Rafinha qui est descendu quand même assez bas aussi, mais qui est placé dans ce demi-espace droit, Ansu Fati dans le demi-espace gauche, Lewandowski dans l'axe, Lamine Yamal couloir, Baldé couloir, les deux centraux, voilà, avec un Koundé quand même assez bas pour faire un petit peu cette liaison avec les deux autres centraux, apporter un peu cette solution, et peut-être aussi un peu attirer cet ailier là pour donner un petit peu plus d'espace aux autres dans l'axe peut-être. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir un Pedri, regardez, hop, vous voyez Pedri ici, il se déplace un petit peu dans l'axe, parce que ce qu'on a aussi donc c'est ces deux attaquants qui bloquent la liaison, on le voit, hein, ils sortent pas sur les défenseurs, donc ils bloquent la liaison entre les deux, le double pivot, et on a aussi ce gars là qui marque Pedri concrètement, ça c'est le double pivot adverse qui marque Pedri. Là ici on a le Kebatio je crois qui essaie de garder le marquage sur Baldé. Ce Baldé vous savez très offensif, donc il aidait la défense, il laissait pas le latéral seul, le latéral qui lui marque Ansu Fati. Donc là on a ce double pivot qui reste sur Pedri et du coup qui se déplace avec. Vous voyez là il sait pas trop quoi faire, il se dit qu'est-ce que je dois faire. Pedri va dans cette zone où il y a déjà Casado, donc il y a déjà, je crois que c'est le Goudèche qui marque, bon là en l'occurrence il marquait plus Rafinha, donc il y avait Casado qui était un peu plus libre, mais justement vu que Goudèche il marque Rafinha, il y a ce gars là aussi qui marque un peu Rafinha et un peu Koundé, bah dans cette zone là il y a personne, donc Pedri va y aller tout simplement, et du coup il amène avec lui le double pivot adverse. Donc là après il y a la lecture aussi parfaite de Koubarsi justement, parce que regardez l'espace qu'il a ouvert là Pedri, là c'est tout simplement du jeu sans ballon, hein. Le fait que Pedri aille dans cette zone là, peut-être qu'il va surcharger un peu la zone, on se dit il y a beaucoup de monde, mais regardez l'espace que ça ouvre derrière, et Koubarsi qu'est-ce qu'il va faire? Il va la donner à Inigo, et Inigo va pouvoir avancer dans cette zone, parce que justement ce milieu là il y est plus. Donc qu'est-ce que va devoir faire ce milieu? Il va devoir repartir ici, donc Pedri l'a emmené au milieu, enfin dans l'axe quoi, après il doit repartir un petit peu dans le demi-espace droit, dans le couloir, pour empêcher Inigo Martinez on va dire d'avancer au maximum. Il sait plus où il est quoi. J'avance un petit peu, on a touché un petit peu Ansu Fati qui est redescendu un petit peu, touché Inigo, hop, on repasse avec Baldé, et là on a ce que je dis assez souvent d'ailleurs, Baldé je le trouve très intéressant dans ses courses, quand il fait des courses, quand il rentre dans l'axe, et encore une fois il va le prouver ici. Alors hier il a aussi débordé des fois dans le couloir, il n'y a pas de problème, mais quand il déborde dans le couloir, bah après c'est à lui de centrer, il déborde et il doit centrer. Le problème c'est qu'il est pas très bon en centre, hein, c'est peu de le dire, ça n'apporte pas vraiment de danger. Par contre quand il rentre comme ça à l'intérieur du jeu, qu'il accélère, là c'est très difficile pour les joueurs d'intervenir, parce que il va très vite, et justement le fait de rentrer dans l'axe là, son objectif à lui ça va être vraiment de percer cet axe là, se casser le pressing avec une course, un peu à l'image de ce que pourrait faire un Frenkie de Jong, vous savez, quand il porte la balle, qui court et qu'il casse des lignes de pressing avec sa course, sa conduite de balle. C'est un peu pareil pour Baldé, quand il rentre dans l'axe, voilà, il va soit casser le pressing, soit attirer. Et là ce qu'il fait, c'est qu'il rentre intérieur, et regardez le double pivot là, j'ai plus son nom, mais celui qui est censé marquer Pedri, bah forcément quand il y a Baldé qui arrive en cavale comme ça, bah il est obligé d'intervenir, il va pas garder son marquage sur Pedri. Donc là l'avantage c'est que ça va complètement libérer Pedri, et le Baldé va pouvoir le servir, et c'est plus à Baldé de finir entre guillemets les actions avec un centre ou un truc comme ça. Là lui son objectif c'est vraiment de casser le pressing, de rentrer et de servir à l'intérieur Pedri. Et voilà, c'est la chose à faire, c'est ce qu'il fallait faire. Baldé, je le dis aussi, il fait pas assez de passes comme ça vers l'intérieur du jeu, mais depuis son couloir il le fait pas assez. Là bon, avec sa course il le fait, la passe elle est évidente, et derrière voilà il continue sa course pour apporter, c'est bien. Après on a toute la qualité de Pedri pour aller trouver Lamine Yamal, hein, dans cette zone là, et là il trouve la passe pour Lamine Yamal, elle est parfaite tout simplement. Lamine Yamal qui va aller trouver Rafinha. C'est un peu le remake de l'action d'ailleurs du deuxième but qu'on va voir juste après. J'ai analysé que les deux premiers buts, enfin la séquence du penalty et le but de Pedri. Les autres, bon, j'avais pas envie. Le but de Lewandowski, son deuxième but, il y a rien à analyser. Rafinha reprend un corner repoussé, et voilà. Pablo Torre, il y a un coup franc et il y a un tir contré. Bon voilà, j'avais pas envie de faire trop long non plus, comme je l'ai dit. Donc après Lamine Yamal, hein, comme sur le deuxième but, qui fixe son vis-à-vis, qui va servir Rafinha qui est un peu seul. Tout à l'heure ça sera Koundé, mais c'est pareil, on occupe les espaces. Là à l'entrée de la surface c'est bien. Rafinha qui va être servi, qui va faire son contrôle, qui va être fauché un petit peu bêtement par Pétier, ça va faire penalty. Bon, c'est un peu mal joué de la part de Pétier, hein, mais c'est pas grave. En tout cas l'action elle est plutôt belle, avec beaucoup de mouvements comme je l'ai dit, des mouvements intelligents, du jeu sans ballon, la conduite de balle de la part de Baldé qui va trouver Pedri, ça c'est intéressant aussi, et il faut le souligner. Je me permets de critiquer Baldé quand je trouve qu'il fait des mauvaises choses, quand il fait des bonnes choses il faut aussi le souligner, c'est une évidence. Action du deuxième but, donc on joue une touche. Enfin Séville en tout cas joue une touche dans notre moitié de terrain. On a directement Casado qui vient harceler le porteur, donc forcément Pétier il fait caca culotte un petit peu, il voit Casado arriver. Casado qui a pocket Pétier pendant tout le match.
Pocket Péché, oui. C'est abusé. Péché, dès qu'il avait le ballon, il voyait Casado lui grimper dessus. Je pense qu'il n'en pouvait plus. Mais bref, donc il y a Casado qui arrive pour presser un petit peu. Donc il va louper un petit peu son contrôle, le Péché. Et derrière, Pedri va pouvoir récupérer la balle, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où on récupère la balle, regardez Rafinha, forcément, c'est tout droit vers l'attaque. C'est vraiment contre-attaque, là, on en profite. Regardez le bloc de Séville, il est très haut. Tous les joueurs qui sont très très hauts, il n'y a plus beaucoup de monde. Il doit rester peut-être les 4 défenseurs ou peut-être 3 défenseurs derrière. Je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il reste 2 défenseurs derrière. Donc vraiment, il y a plus beaucoup de monde derrière. On a Rafinha qui en profite d'accélérer. On voit Koundé même là-bas, en bas, qui a démarré déjà sa course. Ansu Fati aussi. Pedri, voilà, Lewandowski. Il y a tout le monde qui va partir vers l'avant. Fati, vous voyez, Lamine Yamal, Koundé. Direct, on se rue vers l'attaque. Regardez derrière, il n'y a plus que 2 défenseurs de Séville. C'est le moment. Il faut y aller quoi. Là, Lewandowski, c'est parfait. Hein. Rafinha qui va trouver Robert qui s'emmène le ballon pour se libérer un peu du pressing des deux là. Et qui va trouver tout simplement Lamine ici dans cet espace-là. Hein. Tout le monde est concentré ici, dans cette zone à gauche là. Donc forcément, il faut envoyer dans cette zone-là à droite, qui est complètement libre. C'est évident, sachant qu'il y a Lamine et il y a Koundé qui arrive là pour attaquer cette zone. C'est un peu la logique. C'est une belle lecture de la part de Robert. C'est bien exécuté aussi. Ça aussi, il faut le souligner. Il fut un temps, Robert, il aurait peut-être gardé 50 ans la balle, tourner autour de lui-même ou je ne sais pas quoi. Là, il s'emmène le ballon, il serre Lamine direct en une touche et c'est réglé. Il joue vite, de manière efficace, tout est parfait quoi. Donc comme sur l'action d'avant, Lamine Yamal qui est un petit peu plus à l'intérieur de la surface, cette fois-ci qui est contre 2 joueurs qui ont eu le temps de revenir un petit peu, certains ont eu le temps de se replacer, on a Koundé qui est là donc qui avait fait l'effort d'attaquer et on va le voir, Koundé qui va être très important, hein. S'il fait pas sa course depuis la défense, Koundé, ça se passe peut-être pas pareil. Donc Lamine qui fait la passe ici à Koundé, je pense. Koundé, je pense que j'ai l'impression qu'il fait exprès de laisser passer, mais en revoyant un peu le ralenti, j'ai l'impression qu'il veut la laisser passer entre ses jambes, mais pour pouvoir se l'emmener et contrôler derrière, ou je sais pas, parce qu'il fait un truc bizarre. Mais en tout cas, il y a Pedri encore une fois à l'entrée de la surface. Là, on a Ansu Fati aussi. Donc vraiment, on a pas mal de joueurs placés. Comme d'habitude, on l'a souligné aussi depuis le début de la saison, on surcharge vraiment cette zone-là dans l'axe, vraiment avoir plusieurs solutions. Voilà, on a Koundé ici, à côté de Lamine Yamal, on a Ansu Fati au point de pénalty, on a Pedri à l'entrée de la surface, on a Lewandowski au deuxième poteau, on a Rafinha au premier poteau, vraiment, on occupe quasiment toutes les zones de la surface stratégiquement, j'ai envie de dire. Donc forcément que ça peut apporter beaucoup plus de danger. Disons qu'on se met dans les meilleures conditions pour être le plus dangereux possible, tout simplement. Après qu'on soit dangereux ou pas, c'est une autre question. Mais là, en l'occurrence, on est tous bien placés, on va dire. Si ça arrive sur un joueur, ça peut être dangereux, quoi. Surtout Pedri et Ansu Fati. Donc là, on voit Koundé, vous voyez, comme il se retourne vite, il la laisse passer. Il pourrait, normalement quand tu la laisses passer, on a tous fait du foot, presque, et quand on la laisse passer, on fait un peu semblant, tu vois. On la laisse passer et on fait un peu la course vers l'avant. Là, il l'aurait fait en vrai, il aurait fait genre, il va contrôler, et du coup, il se serait avancé. Donc là, il la laisse passer et il se retourne rapidement comme ça, comme s'il voulait voir où était le ballon pour la prendre, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, bref. En tout cas, il la laisse passer pour Pedri, on va dire. C'est très bien joué. Et Pedri, après, derrière, magnifico. Hein. Frappe en lucarne, inarrêtable pour le gardien qui l'a dévié un petit peu, je crois. Mais voilà, le but est magnifique. Encore une fois, un golasso de Pedri contre Séville. Ça lui réussit bien de jouer contre Séville, visiblement. Il y en avait un autre ça lui réussissait bien de jouer contre Séville. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que son prénom, c'était Lionel, mais je me souviens plus de son nom de famille. Bon, c'était un joueur du Barça qui est passé, voilà, qui est resté quelques années. Il a eu quelques ballons d'or, je crois, mais je m'en souviens plus qui c'est. Bon, j'espère que cette petite analyse vous a plu. On va passer maintenant à la FAQ, les amis. Je vais essayer de sélectionner un maximum de questions, mais on va pas non plus en prendre trop, parce que sinon ça ferait trop long, vous le savez. Merci à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont participé à la FAQ, comme d'habitude après les matchs. Ça fait plaisir, je pourrais pas prendre toutes les questions, vous le savez très bien. Mais on commence avec Abdou qui dit la saison de dingue d'Inigo, on n'en parle pas. Si, on en parle franchement. si, on en parle. On en parle depuis le début de la saison. Inigo Martinez est incroyablement bon. Maintenant, on en a parlé aussi en tout début de saison où contre Valence, il a été catastrophique. C'est le seul match vraiment où il a été mauvais cette saison. Voilà. Mais en soi, depuis, c'est masterclass sur masterclass. Hein. Encore hier, très très fort. Franchement, c'est une grosse saison de la part d'Inigo. On verra si ça dure toute la saison, s'il va être en forme toute la saison, quoi. Parce que je pense que tu peux pas du jour au lendemain être très fort et d'un coup être totalement bidon. C'est question de forme physique. Après, s'il arrive à garder cette cadence-là, ce sera parfait. Pour l'instant, il est masterclass.
Inigo, masterclass. Ensuite, on a Gauthier qui dit « Es-tu serein pour la semaine qui vient? Elle sera décisive pour notre mental à tous. » Est-ce que je suis serein? On peut pas être totalement serein. Il y en a qui peuvent être sereins, c'est comme ça dépend des gens. Moi, je ne suis pas totalement serein maintenant. J'ai confiance, oui. J'ai confiance en l'équipe. Ce qu'on montre depuis le début de la saison, c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'on pourra enchaîner victoire contre le Bayern et victoire dans le Classico? Oui, c'est possible aussi. Je veux dire, c'est pas impossible de gagner les deux matchs. Mais bon, ça va être dur, forcément. C'est un enchaînement de matchs assez costaud. Même pour le Real. Le Real, il joue... je crois qu'ils ont un jour d'avance, un jour de plus de repos avant le Classico. Je crois qu'ils jouent demain. Mais ils vont jouer contre Dortmund, qui est une équipe qui est pas non plus facile à jouer. C'est peut-être pas le Bayern, mais quand même c'est Dortmund. Dortmund qui est finaliste de la dernière Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Donc ouais, c'est une grosse semaine. Grosse semaine pour le Barça et pour le Real. Il va falloir être en forme. Mais pour le moment, ce qu'on a vu, franchement, c'est une bonne nouvelle. Parce que retour de trêve, vous les connaissez, les amis. Les retours de trêve, c'est toujours compliqué. On est toujours là à dire ouais, voilà, retour de trêve, c'est dégueulasse. On pense déjà au match du Bayern, tout ça, généralement c'est ça. Et là, hier soir, on a déchiré Séville, concrètement. Et on a pu gérer le match en plus de ça, parce que on a tous en tête le score, évidemment. On sort d'un 5-1, on est là, waouh, Manita, c'est cool. Mais en soi, on a mis 3-0 à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer. Et c'est pas une critique, moi je préfère ça, on s'en fout. Perso, je m'en fous qu'il y ait du spectacle et qu'on gagne 18-0. Moi, ce que je veux, c'est que les joueurs en gardent un petit peu sous la semelle pour le Bayern et pour le Real. Et pour toute la saison, tout court, de toute façon. Si on peut plier les matchs à la mi-temps et après gérer le match et être un petit peu plus tranquille, c'est parfait. Parce que, encore une fois, on a enchaîné avec Rafinha, Lamine, Lewandowski, Koundé qui enchaîne beaucoup aussi, des joueurs qui ont eu des problèmes physiques, Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri, voilà, qui enchaîne aussi. On sait que Pedri c'est compliqué, il faut bien le gérer. Casado qui peut pas trop souffler avec le Barça parce que regardez Garcia hier à l'échauffement il s'est blessé. Frenkie de Jong qui devait jouer, on sait pas, c'est un peu incertain, il a un petit peu des gènes musculaires. Donc on a Garcia qui est blessé et Frenkie de Jong qui est un petit peu à moitié blessé, qui pourront probablement pas jouer contre le Bayern, ni peut-être pour le Real, mais en tout cas pas le Bayern, c'est sûr. Concernant Eric Garcia, c'est sûr. Donc voilà, on a le retour de certains blessés, Fermin Lopez, Dani Olmo qui n'a pas joué une minute hier. On a aussi Gavi qui est de retour, mais Gavi il jouera pas forcément contre le Bayern ou contre le Real Madrid. Puis on va y aller mollo avec lui aussi. Donc on n'a pas encore totalement toute l'équipe non plus. Faut pas s'enflammer. Là, on a vu hier le retour de Gavi, tout ça fait super plaisir. On avait tous le sourire, mais on peut pas compter vraiment totalement sur lui dans la rotation pour le moment. Il va gratter quelques minutes petit à petit, mais voilà, faut faire attention à ça, quoi. Mais franchement, gros match contre Séville et ça fait plaisir. Question après de Marlon qui dit donc De Jong, on va enchaîner avec ça. De Jong n'est pas rentré, c'est quoi les news sur lui? De Jong, il a eu des petites gênes à l'entraînement. Pas par rapport à sa cheville, vous savez, il s'est blessé 50 fois la même cheville. Pour ça qu'il a été absenté pendant autant de temps. Mais là, il y avait une gêne musculaire. Je sais pas quel membre. Mollet, cuisse, ischio, biceps fémoral ou je ne sais quoi. Non, j'en sais rien. Mais il y a eu une gêne musculaire. Donc pas de prise de risque avec lui. Voilà, je sais pas s'il sera à 100% pour le Bayern. De toute façon, on sait, Frenkie de Jong pour l'instant n'est pas forcément à 100% de ce qu'on a vu. Ensuite, on a Ashraf qui dit 0 minutes pour Olmo. Tu crois qu'il jouera contre le Bayern ou ça sera Fermin? Difficile à dire, franchement, j'en sais rien. Je pense pas que ce sera. Moi, je parierais sur Olmo. Ouais. Je sais pas pourquoi il a pas joué une seule minute. Est-ce que c'est pour vraiment le préserver à 100%, on sait qu'il est prêt à jouer contre le Bayern? Ou est-ce que c'est vraiment, il n'est pas encore totalement prêt, on l'a pas fait jouer une seule minute? Franchement, j'en sais rien. Je pourrais pas dire, on verra la conférence de presse de Flick avant le Bayern, on verra ça demain. Il avait dit, Flick, que Dani Olmo était prêt, Fermin Lopez était prêt, Gavi, tout ça était prêt à rentrer contre Séville. Ça veut dire que Dani Olmo est prêt. Peut-être qu'il a fait jouer Fermin parce qu'il jouera pas contre le Bayern, tu vois, j'en sais rien. Franchement, on peut y avoir plein de théories comme ça. Je saurais pas dire, mais j'ai l'impression, je crois, peut-être au fond de moi, que Dani Olmo sera peut-être titulaire contre le Bayern. Ensuite, on a CAD qui dit la faiblesse de Peña problématique pour les matchs face au Bayern et Madrid. Oui, c'est problématique. Peña ne rassure pas du tout. Et je dis même pas ça par rapport à sa sortie, parce qu'il est obligé de sortir un petit peu des fois. Mais après, il l'envoie en touche et tout. Tu sens qu'il est pas à l'aise à jouer comme ça. Concrètement, il n'est pas en confiance, mais il est un peu obligé de faire ça. Quand on a la ligne défensive qui est au milieu de terrain, quand on t'envoie un giga ballon et tout, et qu'il y a un attaquant qui part tout seul dans la profondeur, bah, le gardien est obligé de sortir de sa surface et d'aller dégager le ballon. Tu vois, on voit qu'il n'est pas à l'aise dans ce domaine, c'est pas grave. Tant qu'il le fait bien, ça va. Maintenant, c'est pas pour ça, moi, qui me rassure pas, c'est qu'il n'est pas rassurant dans ses cages. Il transmet pas de la sérénité et de la confiance à sa défense, déjà, problématique. Et puis, il a eu 2 face-à-face à gérer, il les a pas gérés du tout. Inexistant, fantôme dans les cages. Sur la deuxième action, il prend le but contre Séville.
Séville, là où il y a vraiment le but, bon, il arrête pas, voilà, il perd son face-à-face. Et il y a eu un autre face-à-face aussi où Séville était hors jeu, donc le but n'a pas compté. Il l'arrête pas non plus. Donc en fait, il arrête rien. T'as l'impression que t'as cette sensation-là qui reste. Ça veut pas dire qu'il arrêtera jamais rien de sa vie, que voilà, tu vois, on sait. Mais on reste sur cette sensation où le gars, il y a un face-à-face, il le prend le but. Il va pas te sortir une parade, un réflexe ou quoi. Au contraire de Ter Stegen, qui, même si on connaît tous les problèmes de Ter Stegen, à son premier poteau, des fois il est là, il bouge pas, Ter Statue, tout ça. Mais Ter Stegen sur les face-à-face, sur les sorties, il va te sortir des ballons quand même. Il va te sortir, il va y avoir un pied qui va traîner, une main, vous savez, on a souvent vu un Ter Stegen avec, t'avais l'impression qu'il avait un bras en acier tellement. Il mettait son bras comme ça, tac, le bras il bougeait pas, il arrêtait. Il y avait des fois ces parades là ces face à face réussis pour Ter Stegen. Ça reste un bon gardien Ter Stegen, hein. C'est pas le clown du coin quoi. Mais Iñaki Peña, je dirais pas que c'est le clown du coin, mais bon, il est pas rassurant quoi, ça c'est sûr. Ensuite on a Merveille qui dit Casado un vrai leader technique et donne même les consignes comme s'il était dans cette équipe depuis 5 ans. Ouais, c'est ce qu'on soulignait aussi hein. En début de saison, c'est que Casado il s'en fout. Casado c'est un mec comme ça en fait. Qu'il soit avec des gamins de 12 ans ou qu'il soit avec des darons de 35 ans, il va donner ses consignes sur le terrain. C'est un mec qui est comme ça. C'est sa manière de jouer au football. Il va communiquer, il va diriger en fait. Il a ce leadership naturel en fait au milieu. Casado, comme je l'ai déjà dit, Casado a toujours été un capitaine dans toutes les équipes où il a joué. Il est arrivé au Barça alors je sais plus le nom de l'équipe, le FC Dame je crois. Il est arrivé du Barça, du FC Dame au Barça. Dans l'équipe directe, il a été capitaine. Quasiment direct sur la première saison, il faisait partie des capitaines. Et puis après, toutes les saisons, à chaque fois qu'il a joué dans une équipe, il a été le capitaine. Pas forcément le premier capitaine directement, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient là avant, tout ça. Mais il a fini au final par être capitaine à chaque fois, où il faisait partie des capitaines quoi. Et là donc on voit que c'est un leader naturel. C'est comme ça. C'est un capitaine sans brassard là actuellement. Et des joueurs comme ça, c'est très utile. Ils sont toujours dans la communication, toujours à donner des infos à leurs coéquipiers, à essayer de leur dire quoi faire aussi, donner son avis, tu vois. Communiquer avec son joueur. Il va aller voir Koubarsi par exemple, je donne un exemple, ou peu importe qui, et il va lui dire place-toi là quand je suis là comme ça, moi tu peux me donner la balle ou un truc dans le genre, tu vois. Il va y avoir discussion. Koubarsi va lui dire ouais mais tu vois à ce moment là c'était bloqué, il faut que tu te positionnes là, tu vois. Il va y avoir forcément cette discussion et du coup ça va favoriser le jeu de l'équipe. Dans tous les cas, que Casado se trompe sur son avis et tu lui donnes un avis et qu'il se trompe ou pas, il y a discussion, donc il y a amélioration de l'équipe en fait. Et cette communication là dans l'équipe, elle est importante sur le terrain. C'est une évidence, on le sait. Et même Casado qui va parler avec le coach tout le temps, constamment, moi ça me rappelle un petit peu Xavi avec Guardiola, tout ça. Un peu. Xavi avec Guardiola en tant que joueur, hein, même en tant que coach au final. Mais quand Guardiola était capitaine du Barça et Xavi il démarrait, il avait 18 ans, quelque chose comme ça. Il démarrait avec le Barça, il disait déjà à Guardiola, ouais, place-toi là, tu sais, il donnait ses instructions comme si c'était lui le patron déjà. Ça me rappelle un petit peu tout ce délire là quoi. Ensuite, question de Amine, je crois. Je sais pas comment on prononce. Il y a marqué un 8 et un mine derrière. 8 mines. Je vais pas dire 8 mines. Donc, je sais pas comment on prononce ça. Je vais dire Amine. Qui dit Pablo Torre, quel joueur, mais je pense que malheureusement, à cause de la concurrence, il partira. Ouais. Pablo Torre, on voit qu'il a du talent. On voit qu'il a cette petite qualité technique, même dans les premières touches, les premiers contrôles orientés, tout ça. Tu vois que c'est un joueur qui peut être sympathique à voir jouer, hein, ça c'est clair. Maintenant, il faut qu'il passe vraiment un step au-dessus pour vraiment concurrencer les autres. Il part avec un petit peu de retard. Mais oui, il y a ce talent. Maintenant, il y a énormément de joueurs. Oui, il y a énormément de concurrence. Quand tu vois par exemple un Dani Olmo, tu sais déjà qu'il va passer devant tous les jours, il n'y a pas de problème avec ça. C'est plus un concurrent de Fermin Lopez, Pablo Torre, pour le coup. Et Fermin Lopez, vu la saison qu'il fait la saison dernière, l'importance qu'il a avec le nombre de buts qu'il met, tout ça, on n'a pas encore vu le Fermin Lopez qu'on pouvait voir sous Flick, parce qu'il y a eu blessure, tout ça. Début de saison, il était avec les JO, il était au JO avec l'Espagne, donc il n'a pas pu beaucoup jouer, le temps qu'il se repose un peu. Donc on n'a pas eu le temps de voir vraiment Fermin Lopez sous Hansi Flick. Pour le moment. Et je pense que ça va faire des dégâts. Donc voilà, Pablo Torre, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, effectivement. Et si ça continue comme ça, avec tous les concurrents, tous les milieux qui reviennent, Pablo Torre risque d'être prêté cet hiver, c'est possible. Ouais. Ensuite, on a Olid Ben Walid qui dit « J'ai l'impression qu'on a retrouvé notre Pedri ». Bah, de toute façon, oui. Après, Pedri n'était pas vraiment parti. Le seul truc, c'est que Pedri, on le sait, il a des problèmes physiques. Mais quand il est à 100%, Pedri, c'est probablement un des meilleurs milieux du monde. C'est sûr même. C'est un des meilleurs milieux du monde. Peut-être pas le meilleur, mais il fait partie de la crème, le Pedrito. Très peu de milieux peuvent s'asseoir à sa table et dire qu'ils ont le même QI football, même vision de jeu, la même qualité de passe, tout ça. C'est Pedri à 100%, c'est masterclass. C'est un monstre du football, quoi, concrètement.
Il y en a qui l'ont oublié parce que forcément Pedri, tant il a été blessé, tout ça, il a été absent. Mais Pedri reste Pedri. Et quand il est en forme comme il l'est là dans cette saison, quand il est bien utilisé aussi, parce que avec l'Espagne, je trouve pas ça fou par exemple. Pedri, quand il joue trop, tout ça, je trouve pas ça incroyable. Mais Pedri, un peu plus bas, comme il joue avec le Barça là, et qui est un peu à la base, à la construction du jeu, c'est lui le métronome, c'est lui qui construit le jeu de l'équipe, qui va gérer le tempo. Mais par exemple, quand on a un Dani Olmo à côté, c'est mieux d'avoir un Dani Olmo à côté de Pedri pour que Dani Olmo, justement, il attaque, il apporte cette verticalité, cette accélération dans le jeu, tu vois. Cette qualité de frappe, ce joueur un petit peu plus qui va être porté vers l'attaque, et Pedri qui va être plus dans la construction du jeu, vraiment. C'est un peu lui l'architecte, tu vois. Donc c'est pour ça, Pedri, on le compare souvent avec Iniesta, mais je dirais que Pedri, il ressemble plus à Iniesta fin de carrière. Quand Xavi était parti, Iniesta devait faire le jeu, devait un peu se comporter un petit peu plus comme Xavi, tu vois. Et Pedri, c'est un peu ça. C'est un peu un mélange de Xavi et d'Iniesta. Dans ses déplacements, dans sa manière de courir ou quoi, des fois, il fait penser plus à Iniesta, évidemment. Mais dans ses qualités vraiment et ce qu'il apporte à cette équipe, il me fait plus penser à Xavi, personnellement. Donc, bon, c'est un beau mélange, hein. Franchement, si on m'avait dit à moi, t'étais le mélange d'Iniesta et Xavi, franchement, j'aurais pas mal pris, hein. Mais moi, j'étais plus un mélange de Roméo et Vicage Dorasso, quoi. C'était pas le même football, quoi. On va finir cette FAQ et cette vidéo avec la dernière question de Yashleka qui dit « Bien ou quoi, tonton ?» Bah écoute, ça va très bien, ça va. Et toi? Tu crois que l'Ansu va arriver au niveau de ce collectif huilé un jour? Bah peut-être un jour. Voilà, il y a eu pas mal de questions sur Ansu Fati. Effectivement, j'en ai pas pris beaucoup. Bon, on va finir avec une question sur Ansu Fati. Ansu Fati, pour le moment, j'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus. Je pense qu'il est pas au niveau, clairement, hein. On l'a vu, de toute façon, il n'y a pas autre chose à dire par rapport à Ansu Fati. Il est pas au niveau de l'équipe, du collectif. Le collectif, comme tu dis si bien, il est très huilé. Il marche très bien sans Ansu Fati depuis le début de la saison. Ansu Fati vient essayer de se greffer au collectif et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas que lui dans ce truc-là. C'est ça qu'il faut pas oublier aussi. Par exemple, quand on voit un Fermin Lopez, que j'aime beaucoup et que je trouve très très fort, Fermin Lopez. Quand Fermin Lopez, à chaque fois, il a joué avec ce Barça-là depuis le début de la saison, on l'a senti qu'il n'était pas non plus connecté avec l'équipe. Il n'arrivait pas à s'intégrer vraiment au collectif et que ça soit fluide. Il y a vraiment un ensemble de joueurs qui jouent ensemble depuis le début de la saison, où on voit que c'est bien huilé collectivement. Lamine, Lewandowski, Rafinha, peu importe où il est placé, voilà. Olmo, il s'est ultra intégré direct. On aurait dit qu'il était là depuis 18 ans, le type. Tout va bien. Il a joué, première fois, il est parfait. Il est parfait, tout simplement, dans ce collectif-là. Il s'intègre parfaitement. Pedri, Casado, que ça soit Casado ou même Garcia, au poste de 6. Koundé, Baldé, voilà. Tous ces joueurs-là, on a l'impression, là, je vais pas tous les citer, mais bon, les défenseurs aussi. Tout ça, c'est très collectivement bien huilé. Tout le monde se trouve. Tout le monde sait où aller, dans quel endroit, dans quelle zone, comment jouer avec ses coéquipiers, quels sont les déplacements des coéquipiers aussi pour se trouver. On dirait vraiment que tout le monde se connaît par cœur, là, actuellement. C'est l'impression que ça nous donne. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, voilà, c'est l'impression qu'on a. Et quand on voit Ansu Fati venir là dans ce collectif, on a l'impression qu'il est un peu perdu. C'est ce que j'ai dit hier dans le débrief. Alors, il n'est pas au niveau physiquement, il n'est pas encore à 100%, voilà, ça c'est clair. Il n'a pas le talent d'un Lamine Yamal, on le sait. Il a pas la qualité de buteur d'un Lewandowski. Il n'a pas la forme physique ni la qualité actuellement d'un Rafinha qui marche sur l'eau clairement depuis le début de la saison. Ça, on le sait. On peut pas comparer Ansu Fati avec Rafinha, Lamine. Les mecs sont au top de leur forme. Ils sont vraiment très très en forme et ils marquent à tous les matchs. Ils sont ultra décisifs à tous les matchs. Ils sont vraiment là, ils sont en train de voler. Tu peux pas les atteindre. Tu les regardes voler au-dessus de toi. Tu dis, oh putain, j'aimerais bien être comme ça. T'as pas ce pouvoir-là, frère. T'as pas le pouvoir de voler, toi. Donc Ansu Fati, il débarque là. Voilà, il a pas encore de super pouvoir, tu vois. Il est là, il est un humain lambda et il aimerait bien voler avec les autres. Pour le moment, il sait pas faire encore. On va voir. On va voir si physiquement il va se sentir mieux et on verra s'il arrive à enchaîner quelques matchs, participer à quelques matchs, s'il arrive à s'intégrer à ce collectif. À l'instant T, c'est pas du tout le cas. Il n'est pas intégré à ce collectif. C'est juste un plus 1, tu vois. Et il est là pour faire le nombre. On voit qu'il est presque il est de trop. C'est pas méchant, hein. Je dis pas ça pour être méchant avec lui. C'est juste que on a l'impression qu'il est de trop. Il n'arrive pas à trouver ses coéquipiers n'arrivent pas à le trouver ou veulent pas le trouver, on n'en sait rien. Il essaie de se déplacer comme il peut pour avoir les ballons, il les touche pas forcément. Le seul ballon qu'il touche, c'est vraiment quand il revient en défense, limite pour ah vas-y passe-moi le ballon, je le touche un petit peu, je te redonne la balle. C'est pas intéressant. Il a touché quelques ballons dans la surface, mais rien de très concret pour que ça soit intéressant. Il a loupé un gros face-à-face aussi où il met la tête alors qu'il pouvait peut-être. Un Ansu Fati Prime, il la reprend de voler, il la met en lucarne par exemple. Quand je dis Ansu Fati Prime, vous m'avez compris, je parle d'Ansu Fati du début, tu vois. Mais c'est ça aussi qu'il faut
se mettre en tête, Ansu Fati du début n'existe plus. Ce n'est plus le même Ansu Fati, mais on va voir. On va voir si avec le temps, hein, au fil de la saison, il arrive à s'améliorer. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Mais seul le temps nous le dira, tout simplement. On se retrouve demain les amis pour l'avant-match contre le Bayern. Merci encore d'avoir participé, ça fait plaisir. Bonne journée. Ciao.